Bonjour et bienvenue sur Blockchain Addict pour une nouvelle interview. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Seimi Baragan qui vient nous présenter Start Mining. Alors, Start Mining, on va présenter brièvement, puis après, Seimi, tu compléteras. C'est une société de minage de Bitcoin qui est implantée loin, qui est un petit peu implantée partout, si je ne dis pas de bêtises, et qui surtout travaille sur du minage collectif et durable. Je te laisse présenter davantage ta société qui permet, pour l'avoir un petit peu vu auprès d'une communauté, de rendre le minage accessible à portée de tous. Absolument. Merci Magali pour la belle introduction. Et effectivement, je représente Start Mining, Seimi Baragan, je suis le CEO et le fondeur. Et il y a effectivement quelques années en arrière, Start Mining a eu comme point de départ la colocation, qui est un modèle de pensée, qui est devenu un modèle de service, qui est simplement le fait de mettre donc au même endroit, dans le même environnement, du matériel de minage, donc des ASIC ou des rigs, qui appartiennent à des fonds d'investissement ou des entreprises, et on a souhaité que ça appartienne aussi à des particuliers. C'est-à-dire qu'on s'est dit, OK, les fonds d'investissement ont toujours la possibilité d'avoir des superbes APR, ils ont des yields supérieurs à 50% par an, c'est encore plus vrai avec le minage. Pourquoi ne pas donner la même accessibilité aux mineurs de crypto-monnaies qui sont des particuliers et qui, de manière générale, n'auront jamais accès, en fait, à ce type de scénario dans des hangars de haute volée, avec des conditions de refroidissement, des conditions de fonctionnement et d'uptime qui n'est accessible en vérité qu'aux data centers ou aux gros fonds d'investissement. Donc c'est ce qu'on a fait avec la colocation. On l'a démarré en France en 2017, 2018, 2019, puis en 2020, effectivement, on a scale l'ensemble du modèle en Islande. On a signé de très beaux partenariats là-bas et ça nous a permis vraiment de faire vivre la colocation à grande échelle telle qu'on l'imaginait au départ. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on a effectivement des fonds, des particuliers, des entreprises qui minent aux mêmes conditions. Et ça veut dire qu'un particulier va payer exactement le même prix de l'énergie qu'un très gros fonds d'investissement, ce qui bénéficie en fait de l'effet massif de l'ensemble des machines que peuvent apporter les plus gros fonds. C'est ça en fait, Start Mining, c'est avant tout une vision, c'est une ADN, ce sont des valeurs, et en fait, concrètement, de manière pragmatique, on va les véhiculer par rapport à un modèle de service qui fait que tout le monde est, en tout cas on l'espère et on le souhaite, le plus rentable possible. Alors, je disais en introduction minage de Bitcoin, mais si je ne dis pas de bêtises, vous ne faites pas que Bitcoin. Je te laisse un petit peu nous expliquer justement les différentes offres que vous pouvez proposer et les conditions, surtout pour pouvoir participer, qui sont collaboratives. À voir si tu corrigeras le terme ou pas. J'aime ce mot. Oui, c'est collaboratif. Alors, pour commencer, l'offre de hosting qu'on a toujours eue, je parle au passé, mais je vais revenir au présent tout à l'heure. On a toujours une offre de hosting d'hébergement, ce qui veut dire que les gens achètent du matériel de minage, ils en sont propriétaires, et par conséquent, ils obtiennent 100% de la puissance de calcul et donc du reward qui provient de leur machine. Start Mining ne prend pas de ce qu'on appelle de mining fees, c'est-à-dire que nous ne faisons pas de prélèvement à la source de la production de minage. C'est le premier point. Donc la personne est 100% propriétaire de sa machine et l'héberge chez nous en Islande et l'héberge chez nous dans les différents sites de minage que nous avons déployés. Alors Islande évidemment, aussi Paraguay et demain, j'espère, en tout cas on y travaille, le Canada et les États-Unis. Bonjour. Et vous assurez la maintenance. Du coup, quand on héberge sa machine chez vous, vous vous assurez de la maintenance? Tout à fait. Tout à fait. D'accord. C'est une offre clé en main. On vend les machines, mais on offre la possibilité on maintient en fonctionnement en fait les machines, donc on sépare, on vend la machine et salut, bon courage, débrouillez-vous dans votre garage avec toute la poussière et les 50 degrés de température, parce qu'une machine plus entre 50 et 60 degrés, non. On va vraiment héberger le matériel, on va faire en sorte surtout d'aider la personne, le client, à l'amortir. Enfin, le but du jeu, c'est quand même de faire un ROI qui soit le plus court possible dans le temps, pour que la personne puisse ensuite être rentable. Voilà, donc c'est à partir du moment où il y a un retour sur investissement que vraiment on peut parler de réelle rentabilité. Avant ça, c'est presque illusoire. Donc au départ, on a permis le minage de rig avec Ethereum, avec Flux, avec Ravencoin, avec plein de monnaies. Et puis bien sûr, il y a eu le merge d'Ethereum et puis l'ensemble des monnaies se sont pris l'ensemble de la puissance de hash rate, ce qui fait qu'elles n'ont pas tenu en rentabilité. Et de toute façon, il nous semblait beaucoup plus pertinent d'avoir une exposition client beaucoup plus supérieure à Bitcoin, qui nous paraît plus stable, dont le proof of work est lisible jusqu'en 2140 où il y aura le dernier Satoshi miné. Donc à partir de là, le prévisionnel est lisible pour tout le monde, pour nous et pour le client. Donc
Voilà, c'est minage de Bitcoin avant tout. On s'exclut pas la possibilité de miner des monnaies un peu plus exotiques, mais le cœur, ça reste Bitcoin. Et Magali, pour répondre à ton question, alors ça, c'est le modèle historique, l'hébergement de machines. Aujourd'hui, on a évidemment lancé un token qui nous a permis d'ailleurs d'avoir une exposition au CES de Las Vegas comme boîte de mining de Bitcoin. C'est assez incroyable comme paradigme. Et ça nous a permis d'être présents à Vivatech également la semaine dernière. Et en fait, le token que l'on a lancé est un NFT ERC 721 qui permet aux gens de miner de manière encore beaucoup plus simple. Parce que jusqu'à présent, il fallait acheter du matériel, fallait le faire livrer sur site, fallait payer l'électricité, fallait avoir un peu de chance parce qu'il fallait pas que le matériel tombe en panne. Alors qu'en fait, avec le token, tout ça, c'est oublié. Token Start, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Très bien. Et du coup, c'est là que rentre en jeu le minage collaboratif avec le token Start, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, puisqu'il est possible de participer également à des pools. Alors, le minage collaboratif, de manière générale, c'est un mode de colocation qui a toujours existé chez Start Mining, mais qu'on a transformé dans un produit un peu plus Web3, si je puis dire, et encore plus accessible, plus facile d'utilisation, puisqu'effectivement, on a mis en place des pools de staking qui, en fait, dans la vie réelle, correspondent à des fermes de minage, en fait, en vérité. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'il y a un smart contract. Et en fait, nous, dans la vie réelle, on a du hashrate qu'on envoie au pool de minage. Le pool de minage, donc notre partenaire Croxpool, interroge le smart contract pour connaître le nom des stakers. À partir de cette information, il fragmente la récompense. C'est aussi ça qui est innovant, c'est qu'on va découper le reward Bitcoin au prorata du nombre de stakers. Et ça fait des envois directs, ça passe même pas par Start Mining. Donc effectivement, il y a un modèle collaboratif. Je prends mon start, je le mets en staking, et puis instantanément, je commence à générer des récompenses minières. Et surtout, c'est moi, en tant qu'utilisateur, en tant que client de la plateforme, qui choisit la ferme de minage où je veux staker mon start. Et donc, qui choisit la monnaie que je veux miner, ce qui n'est pas possible dans le minage. Quand vous achetez un ASIC, vous minez du Bitcoin. Si vous achetez un ASIC Bitcoin, en tout cas, vous minez en SHA 256. Et si vous voulez miner du Caspa, il faut acheter un autre ASIC. Avec le start, on mine ce que l'on veut, quand on veut, pourvu qu'il y ait les fermes de minage en face. C'est impressionnant et je vois toute l'utilité d'un jeton autour de, enfin pour faire un projet commun à plusieurs, enfin pour participer à plusieurs, et je trouve qu'il y a de l'utilité et c'est rare parfois, et je me dis ça manque un petit peu, et là je trouve que ça correspond parfaitement à entre la demande et l'offre, et ça complète bien. C'est vraiment c'est génial. En tout cas, vous êtes implanté où? Vous avez combien de fermes? Vous pouvez rappeler le nombre de fermes et où est-ce que vous êtes implanté dans le monde? Absolument. Alors, le siège social est en France. C'était vraiment important de garder la team en France et même le siège en France, qui a beaucoup de clients. On a des clients qui sont fonds d'investissement qui étaient sensibles à ce sujet-là. On n'a pas voulu déménager les locaux dans un autre pays. On aurait pu, évidemment, il y avait d'autres sujets dans d'autres pays. Je vois beaucoup de gens qui partent à Dubaï ou en Suisse ou ailleurs. On a vraiment tenu à garder les locaux en France. Par contre, la production qui était en France au départ à Sophia Antipolis, elle, on l'a déménagée. Donc, on a toutes les opérations de minage en Islande et maintenant au Paraguay aussi. Donc, on a les deux fermes de minage, sachant qu'en Islande, on est sur plusieurs bâtiments. Donc, en vérité, c'est plusieurs fermes de minage dans plusieurs bâtiments. Et au Paraguay, on a scalé il y a quelques mois en arrière. On souhaite continuer, évidemment, parce qu'il y a un surplus d'abondance énergétique au Paraguay qui est extrêmement intéressant. Et on a une vraie destination, un vrai sujet aux États-Unis et particulièrement au Canada pour des facilités évidentes, puisque les politiques canadiennes sont tout à fait éduquées depuis très longtemps sur le sujet du minage de Bitcoin. Je pense à des provinces comme l'Alberta, l'Ontario, il y a vraiment des sujets. Et donc voilà, ça fait partie des prochaines fermes prévues par Start Mining. D'accord. C'est très, très sympa. Et je voulais savoir actuellement, si on peut pas rentrer actuellement, mais quand il y a des offres, souvent le retour sur l'investissement aussi se fait par rapport à la revente du coup du Bitcoin tout pas. Si on l'accumule, on le garde, tout ça fluctue par rapport au prix. À l'heure actuelle, les gens ont un retour sur un investissement. On va dire que le prix du Bitcoin est dans les alentours de 25 000. Ils peuvent avoir un retour sur leur investissement au bout de combien d'années? Pour l'instant, à l'heure actuelle, la vidéo sortira sûrement en juillet, mais c'est pour donner une idée, en tout cas, quand on dépense, c'est minimum 1 000 euros.
$1000, je crois. C'était voilà, pour avoir à peu près une ordre d'idée. Si tous les mois on prend ces récompenses, qu'on les vend au marché, voilà, pour en tout cas essayer de récupérer sa mise. Actuellement, il faut combien de mois? Alors, au niveau du start, on est sur un pourcentage d'APR d'à peu près 30 à 35% par an. Sachant que les récompenses en Bitcoin sont générées quotidiennement. Donc, en fait, c'est vraiment, ça dépend de la balance pool, si on veut être un peu plus précis. C'est la balance pool qui fait le solde minimum à claim pour être capable ensuite de récupérer ces BTC. Donc, il y a un minimum à atteindre dans la balance pool, je veux dire, pour être payé sur son wallet Ledger, par exemple. Voilà. Donc, il y en a qui ont un start, qui vont être payés tous les 3-4 mois. Et ceux qui ont 10-15 starts, ça va être, j'ai une bêtise, j'ai pas refait le chiffre, mais ça va être toutes les semaines, par exemple. Donc, c'est quand même assez régulier. 30-35% par an, correspondant, en fait, effectivement, alors, bien sûr, à la ferme de minage, c'est-à-dire la puissance de calcul qui est derrière la ferme, divisé par le nombre de slots et de personnes qui stake. Donc, il y a 435 slots sur la ferme de minage. Donc, on a un pool de hash rate et ensuite, on va le diviser au nombre de stakers. Donc, évidemment, plus on a de start, plus on a de hash rate, puisque plus on occupe de slots. Donc, plus il est importante la part du gâteau. Par contre, il y a effectivement 2 aléas qui sont importants à prendre en compte. C'est ce qu'on a mis d'ailleurs dans le white paper du token. Et c'est vrai de manière générale dans le minage, il faut vraiment en tenir compte. Le premier aléa, c'est la difficulté du réseau. Donc, qui n'arrête pas d'augmenter en plus, qui se porte très bien. Exactement. Ouais. Exactement. Ce qui est très bon signe, soit disant passant. Très, très bon. Mais les frais aussi, les mineurs, on peut voir que face au BRC20, en tout cas, ça a changé la donne par rapport au. Est-ce qu'il y a une rentabilité sur le réseau Bitcoin? Et c'était pas par rapport au. Vous voyez, c'est le transfert de valeur, oui, mais ça ne suffisait pas. Et en fait, avec ces images, on a vu que les mineurs étaient beaucoup plus contents parce que la rentabilité a augmenté. Et c'est vrai que ça a fait un nouveau ATH sur le graphique, en tout cas, sur la rentabilité. Qu'en penses-tu, en tout cas, de ces BRC20, mais par rapport à des mineurs, sur l'esprit, du coup, on récolte plus, quoi. Ça fait plaisir de parler avec toi, Antoine, parce que je vois que tu t'intéresses au sujet. Je vois que tu as creusé le sujet avant le call. On travaille. Alors, les ordinals en fait, ça a aidé. Ça a aidé, effectivement, mais alors, pour nous mineurs, ça a eu l'effet, je ne veux pas dire d'un pétard mouillé, parce que ça a eu quand même un effet, mais l'effet, il a été extrêmement temporaire. Il faut qu'il soit suivi d'un impact beaucoup plus conséquent pour être capable d'absorber la hausse de la difficulté. Voilà, donc je sais pas si vraiment ça va créer un précédent. Il y a du pour, il y a du contre. Moi, je me prononce pas, mais en tant que mineur, évidemment, ça fait sens. Si on peut utiliser de plus en plus la chaîne Bitcoin et être capable justement d'obtenir de plus en plus de gas fees pour nous les mineurs, évidemment que c'est extrêmement intéressant. Je sais pas si ça va arriver, parce qu'il y a beaucoup de maxis qui sont contre, mais si ça arrive, ça va être extrêmement pertinent pour les mineurs, évidemment. Où on peut voir d'autres innovations, en tout cas arriver sur ce milieu-là, sur Bitcoin, et du coup avoir une activité sur le réseau qui s'accélère. Complètement. Et je ne sais pas si Bitcoin doit forcément rester sur un transfert de valeur BRC20, c'est une innovation, il faut le prendre plutôt comme voilà, on fait joujou et on teste des choses. Mais en tout cas, les frais vont bien quelque part, et du coup, c'est quand même intéressant sur ce réseau-là. Voilà, là, on reste. Enfin, c'est que Bitcoin. Hein, donc, Tout à fait. Mais il n'est pas impossible que ça réponde de manière assez anticipée à l'une des grandes questions que beaucoup de gens se posent, à savoir en 2140, qu'est-ce qui se passe? Bon, déjà en 2140, après le Proof of Work, je pense que la plupart des gens seront passés de vie à trépas, donc se poseront plus la question. Mais pour ceux qui resteront en 2140 après le dernier Satoshi, on pense qu'évidemment, ce sont les gas fees qui vont permettre aux opérations de minage de continuer de fonctionner. Et donc, la question qui se pose aujourd'hui sur des gas fees qui sont beaucoup plus importants parce qu'on a trouvé de nouvelles fonctionnalités justement à la chaîne. Bon, on va voir, c'est intéressant. Mais en tout cas, ça donne quelques pré-arguments pour répondre à cette question. Ça ouvre, ça entrevoit des perspectives, effectivement. J'avais une petite question sur les machines. Et je sais que c'est un marché qui est très difficile parce qu'il y a Bitmain qui a vraiment le monopole, en tout cas, pour l'instant. Je ne sais plus vraiment les chiffres, mais c'est impressionnant. Il n'y a pas vraiment de concurrents ou qui ont du mal à être visibles ou à avoir les mêmes performances. Qu'en penses-tu déjà de ce monopole de Bitmain? Parce que après, je trouve que ça freine pour les professionnels
Il faut souvent allonger ou prendre énormément de machines. Il y a toujours 1 an d'attente. Déjà, qu'en penses-tu de ce monopole? Et après, j'aurais voulu, ma deuxième question, c'est toujours sur la spéculation des machines. J'ai l'impression qu'en bull run, on peut revendre sa machine très cher et que des entreprises savent faire, ça veut dire se débarrassent un petit peu, mais c'est pour maintenir la maintenance et racheter. Donc voilà, c'était ma deuxième question. Après, c'est sur la spéculation des machines. Alors, question A. Première question sur Bitmain. Alors, ils n'ont pas vraiment le monopole. Il y a quand même Whiteminer qui est dans la danse. Il y a les ASIC Canaan, Avalon qui sont dans la danse aussi. Il y a les Strangu. Mais c'est vrai que Bitmain, je dirais que c'est un leader. Il n'a pas vraiment le monopole parce que le marché est quand même assez énorme. Mais il a une position de leader parce que, historiquement, il semblerait qu'il ait fait les meilleures machines. Je dis semblerait parce que je préfère Whiteminer. Mais Bitmain est quand même assez bon. C'est vrai que les firmwares sont, en plus avec Brines aujourd'hui, on est capable de faire de très belles choses sur les firmwares en termes d'efficience énergétique. Donc, ce que on ne peut pas faire d'ailleurs avec le Whiteminer qui sont très robustes. On peut pas toucher à tout. On peut pas revoir vraiment les fréquences sur le Whiteminer, c'est un peu plus compliqué. Donc, Bitmain a une position de leader, effectivement. Bitmain a un modèle économique assez intéressant. Ils ont déçu beaucoup la communauté malgré tout, puisqu'ils ont fait des livraisons parfois à 3, 4, 5, 6 mois de retard. Je parle même pas tous ceux qui vont écouter ce qu'on est en train de se dire vont se reconnaître s'ils ont acheté il y a 2-3 ans derrière. Les machines, semble-t-il, coincées à la douane pendant 4 mois alors que c'était les plus rentables au monde. Bon, on a tous connu ça. Voilà, c'est un peu déçu, mais ils ont un modèle quand même assez intéressant. Ils ouvrent des tickets de réduction sur les prochains batchs. Donc, il y a vraiment une mécanique des batchs qui fait qu'il y a un circuit tournant comme ça, qui fait que, effectivement, non seulement il y a des gens qui achètent, des mineurs, il y a des entreprises, et surtout il y a des brokers. Et à Shenzhen, on a un gros hub de brokers qui fait que ça. Acheter, spéculer et vendre. Et en fait, la machine, le ASIC par définition, c'est pas l'acier ou la tôle du ASIC qui est intéressante, c'est évidemment sa perspective de gain, en vérité, qui est intéressante, et qui fait que lorsqu'on a un Bitcoin qui monte, ben on a le prix du ASIC qui monte aussi. Pourquoi? Parce que le gain monte. Donc en fait, c'est plus la machine qu'on achète, ça n'a même jamais été ça. Ce qu'on achète, c'est la perspective de rentabilité. Et ça se monnaie à un prix plus ou moins important. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et vous, dans votre entreprise, comment vous voyez les choses pour investir du coup dans ces machines-là? Comment vous abordez, enfin, vous achetez sûrement les machines quand elles sortent au tout début, mais est-ce que vous regardez quand même des machines d'occasion parfois à titre personnel, en tout cas, ou c'est toujours que du neuf, voilà. Alors, par définition, lorsqu'un ASIC sort d'une usine, quelle qu'elle soit, Bitmain ou autre, quelle qu'elle soit, elle est réputée être neuve, mais elle a déjà fonctionné. Donc, je veux dire, voilà, on le sait tous. On parle quand même de stock qui génère de l'argent. Il y a que dans le minage qu'on parle de stock qui génère de l'argent, quand même. Hein. Donc, quand on a un stock qui génère de l'argent, qui génère du Bitcoin, c'est très rare d'avoir un stock parfaitement neuf. Donc, il est tamponné neuf parce qu'il sort d'une usine, mais il a déjà fonctionné. On le sait tous. Maintenant, le fait qu'il soit tamponné neuf nous donne une clause de garantie de 6 mois à 12 mois. Voilà, selon les constructeurs. Personnellement, je ne vais jamais sur des machines de seconde main. C'est-à-dire, dans le marché des brokers et de manière générale, tout ce qu'on voit, les marketplaces privés sur Telegram, nous, on n'y va jamais parce qu'on ne sait pas réellement dans quelles circonstances ça a fonctionné. Alors, évidemment, il n'y a pas de garantie, mais au-delà de ça, on ne sait pas. On ne sait pas si ça a tourné dans la boue, on ne sait pas si ça a tourné dans la poussière, on ne sait pas si ça a tourné de manière confinée, un peu plus de 40 degrés de température ambiante. Tout ça, moi, c'est des métriques que j'ai pas quand j'achète. Et on peut me dire n'importe quoi, je le saurai jamais. Et même si on me donne un graphique qui correspond au pôle de minage où les machines ont tourné, je ne saurais pas si c'est réellement le point de départ des machines. Il ne faut pas faire confiance. Non, j'ai pas la traçabilité. Les rares cas où vraiment on va acheter, c'est lorsqu'on est face à un partenaire dans un pays froid, en Norvège, en Suède, en Islande, au Canada, où vraiment je connais la personne, où je connais l'entreprise, je connais la mine, je connais sa mécanique de refroidissement, je connais la qualité de suivi, et là je peux m'y fier, et là effectivement c'est moins gênant d'acheter ce type de matériel. Là oui. Pour rappeler au grand public, une machine sur une échelle vaut combien, neuf à peu près? Alors, en fait, les gens peuvent dire, dis donc, c'est 1 000 € le prix du token pour pouvoir miner du Bitcoin, mais quand on sait après le prix d'une machine neuve pour rentrer et essayer, je connais à peu près le prix, mais je voulais que toi tu annonces, mais pour se donner une idée, en tout cas pour le grand public. Alors, $1 000 précisément le token, c'est à peu près 920 € dans cela selon le cours. Et en comparaison, on est sur des machines entre
Allez, 1500 à 5000 euros, ça dépend du type de machine, donc un peu plus importante. Mais ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est que le start a la capacité d'être stacké dans des poules de minage qui eux-mêmes sont backés au niveau électrique. Ça veut dire qu'en fait, le start, ce n'est pas seulement évidemment la machine, en tout cas un bout de la machine, parce qu'on a fragmenté la machine en fait. Plus précisément, on a fragmenté le hash rate de la machine pour donner le start. Mais ça englobe également la notion d'électricité. Et aujourd'hui, la notion d'électricité, c'est un coût qui est systématiquement supérieur au prix de la machine, ce qui n'était pas le cas en 2021, parce que les machines valaient 11 000 euros. Donc là, l'électricité, c'est un prix qui est supérieur à celui de la machine. C'est une question justement que j'avais. Comment vous avez appréhendé tout ce changement qu'il y a eu en 2022 en ce qui concerne les taux d'électricité, etc., en ce qui concerne le prix de l'électricité? On a fait une prière pour tous nos confrères. Non, sérieusement, on était tristes pour nos confrères. Enfin, voilà, on est solidaires. Nous, ça nous concerne pas. Voilà, on est en Islande, c'est une île autarcique, loin du monde. Il n'y a pas de pipeline qui traverse le reste de l'océan pour aller chercher l'Europe, l'Asie ou les États-Unis. Donc l'Islande, c'est autarcique sur le plan aussi énergétique. C'est pour ça qu'il y avait les plus grosses industries d'aluminium en Islande à une époque. C'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie là-bas. Et beaucoup d'énergie, pourquoi? Parce qu'elle peut pas être exportée. Il y a beaucoup de géothermie, beaucoup d'hydroélectricité, mais c'est pas exportable. Donc ça s'exporte en Bitcoin, mais c'est pas corrélé à la crise de l'énergie qu'on a vécue post-Covid et suite à la guerre en Ukraine aussi. Et du coup, le choix de l'Islande, ça s'inscrit justement dans ce qu'on évoquait en introduction, qui est le choix d'un mining durable. Absolument. Quand on a fait le choix de l'Islande, on pensait pas au Covid, post-Covid, reprise de l'énergie avec toute cette demande. On pensait pas à la guerre en Ukraine, évidemment. Non, premièrement, ça a été, je dirais, le fait que ce soit une énergie verte, traçable et assurément verte. Même si en France, on avait des contrats d'origine verte, mais ça reste du grid. Je veux dire, il y a du nucléaire, il y a de tout. En Islande, on était convaincus de ça. Et nous, on a toujours voulu miner un Bitcoin de manière éthique et être sûr qu'il soit green, 100% green. Et au-delà de ça, évidemment, il y a le sujet de la confiance. C'est-à-dire que quand on est dans le marché des crypto-monnaies, je crois un des sujets principaux, c'est celui de la confiance. C'est-à-dire qu'il y a tellement de scams, tellement d'arnaques, tellement de gens qui sont là pour l'argent parce qu'on fabrique de la monnaie. Et si on n'a pas confiance et que vous avez un technicien qui passe dans l'allée, il appuie sur un bouton, il change le wallet sur 2000 machines et qu'en 72 heures, il a détourné 200 000 $. Bon voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut des gens assez de confiance. Et l'Islande a été... On a fait le tour, hein. Kazakhstan, Russie, Afrique, Venezuela, Paraguay, on avait déjà fait le tour. Et l'Islande, c'était vraiment les bons partenaires. Et par rapport à la sécurité, est-ce que tu peux en parler un petit peu de la sécurité que vos procédures, comment vous sécurisez du coup les bitcoins pour ceux qui s'y intéressent, en tout cas, comment vous avez un œil sur votre sécurité? Bon, on pilote tout à distance, hein. même si on a une équipe locale sur place qui sont un petit peu nos bras sur place, lorsqu'il y a des réparations à faire, des switches ou autre, mais on pilote tout à distance. C'est indispensable. Lorsqu'il y a une panne, on est prévenu dans la seconde. On a un bot qui nous prévient dans la seconde lorsqu'il y a des pannes. On a un visuel sur la puissance électrique à distance. On a un visuel sur les températures des machines à distance. On a un visuel sur les températures ambiantes aussi, évidemment. On a un visuel sur le taux d'humidité. On sait lorsque des personnes badgent ou des badges pour entrer et pour sortir. Donc ça veut dire que tous les accès d'entrée et de sortie sont contrôlés. Donc quand quelqu'un rentre, on sait qui c'est, on sait combien de temps il reste, on sait quand est-ce qu'il sort. Enfin, le site est extrêmement sécurisé et ça s'entend. Je veux dire, voilà, on gère des machines qui ont beaucoup de valeur et c'est pas pensable de les mettre dans des environnements hostiles où on n'est pas tout à fait sûr des gens avec qui on traite, ou si on n'est pas tout à fait sûr du climat, ne serait-ce que ça, voilà. Donc, et par rapport aussi à la guerre, j'ai vu quand même quelques acteurs dans ce domaine-là du minage, tout de suite, quand il y a eu le conflit qui a éclaté entre la Russie et l'Ukraine, il y a eu quand même des changements de fermes ou des fermes qui ne se sont pas agrandies, voire qui sont fermées. Ça vous a pas impacté directement? Vous en étiez où pendant vous aviez toujours votre ferme en place Ah oui, bien sûr. Bien sûr. En fait, les événements géopolitiques ont toujours un effet papillon dans le minage. J'en parlais lors d'une conférence au Time to Decrypt d'ailleurs. Il y a toujours un effet papillon qui se passe.
C'est-à-dire que le ban, je mets des guillemets à ban, parce que c'est pas vraiment un ban général, mais le ban du mining en Chine a fait qu'il y a eu une vague de migration énorme en passant par la France et l'Europe. Et pour s'installer aux États-Unis, on a eu des gigawatts de demandes, c'est-à-dire des milliers de mégawatts de demandes qui sont passées par chez Start Mining. Et lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, alors déjà, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on aborde ce sujet, c'est que dans les semaines qui ont précédé l'invasion de l'Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a quand même légalisé le minage. Parce que la Russie a des ressources énergétiques incroyables. Et donc, on avait déjà eu un deal qu'on a failli signer, on l'a pas fait parce que je le sentais pas du tout ce contrat avec Gazprom. Gazprom qui était ouvert à, en fait, accepter des mineurs, des hosters professionnels pour miner directement derrière la centrale de production de gaz. Donc ça nous a fait un petit peu quelque chose de voir évidemment les événements qui ont suivi cette déclaration de Poutine, puisque en fait, alors on ne sait pas du tout si c'est un acte prémédité ou non, hein, mais le fait d'avoir légalisé le minage a créé des perspectives assez impressionnantes pour les mineurs du pays, puisque même lorsqu'il y a eu des empêchements Nord Stream 1, Nord Stream 2, ben en vérité, vendre à 7-8 cents dollars le kilowattheure, alors que quand on mine, on le vend à plus de 11-12 cents, et je parle même pas du bull market, on a déjà dépassé les 40 cents dollars le kilowattheure, enfin, il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Et c'est comme le Venezuela, lorsqu'il y a eu le blocus de Trump, le blocus pétrolier, bon, bah, les Vénézuéliens sont adaptés et exportent en fait leur pétrole en Bitcoin. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Donc, alors voilà, nous, on l'a pas senti directement, cette guerre sur le plan de l'augmentation du prix de l'énergie, hein, j'entends, ça a affecté beaucoup de pays, mais pas l'Islande du tout. Par contre, ça a généré énormément de demandes, parce qu'il y a beaucoup d'Ukrainiens, de fermes ukrainiennes qui ont dû déménager, évidemment, et il y a quand même quelques fermes russes qui également sont parties, ont quitté la Russie par rapport aux interdictions et voilà en quoi ça nous a impacté. Pardon. C'est rigolo parce que tu décris une situation juste après le Covid un petit peu en ce qui concerne la Chine, la Russie et puis du coup un rapatriement des mineurs. Mais tout à l'heure, lorsque tu as évoqué le fait de peut-être installer de futures fermes aux États-Unis et au Canada, j'ai pris en note et je me suis dit justement que ça fait un peu l'effet boomerang qui est maintenant comment ça se passe la régulation avec la régulation pour s'installer aux États-Unis en tant que mineur de crypto-monnaie, là où justement la Chine semble un petit peu là depuis peu avec son livre blanc autour du Web3, etc., réouvrir les bras de nouveau aux crypto-monnaies. Voilà, j'étais en train de me dire, ça a l'air de changer vite au final dans cet écosystème, ce qui est le cas, on le sait. Là, je fais un peu de rhétorique, mais comment vous vous adaptez à cette situation et du coup, comment ça se passe pour votre installation aux États-Unis? Alors, les États-Unis ont failli ban le minage. Bah oui. Mais la vérité, c'est que c'est plutôt le minage, parce qu'il y a eu un moratoire déjà à New York et à Niagara Falls. Donc la partie canadienne et la partie américaine interdisant le minage. À un moment donné, c'est ce qui s'est passé. Mais plus précisément, c'est du minage carboné. Parce qu'il y avait de vrais problèmes de charbon et de pétrole aux États-Unis, mais aussi au Canada. A contrario, le minage est en train de résoudre un ensemble de problématiques qui étaient difficilement résolvables, à savoir les torchères à gaz. Donc on sait qu'il y a une émission de méthane dans l'air lorsqu'une poche de gaz est ouverte, lorsqu'une extraction de gaz est faite donc. Et une très bonne façon d'éviter ça, c'est de récupérer ça, de le passer en génératrice et avec ça, de convertir ça en électricité et d'y mettre un emploi, d'avoir un usage, je veux dire, qui en fait est le minage, puisque le minage ça est capable d'épouser, est très 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 souple et capable d'épouser toutes sortes de formes de consommation électrique, à l'inverse du HPC qui est beaucoup plus complexe et qui a besoin de beaucoup plus de niveau de sécurité. Donc en fait, le minage, on peut le mettre de partout et en fait, ça résout un ensemble de problématiques, dont les torchères à gaz. Donc ça permet déjà d'éteindre les torchères à gaz. Donc en fait, ce que Biden dit pour l'instant, c'est que en fait, oui et non. Oui, le minage qui pollue, il faut le bannir. Par contre, si c'est green, bon là, il faut en rediscuter. Et en fait, le vrai sujet qui est sous-jacent à tout ça, en fait, c'est celui de la souveraineté monétaire. Et en fait, les États sont en train de comprendre, je pense évidemment à la Russie, je pense au Venezuela, mais je pense à beaucoup d'autres pays, la Chine aussi, les États sont en train de comprendre que Bitcoin n'est pas un danger en fait pour la monnaie étatique. C'est pas un danger de souveraineté. En fait, c'est l'inverse. Le Bitcoin mining, c'est de l'industriel. Donc en fait, ça permet au contraire d'attirer d'énormes liquidités dans le pays.
les plateformes qui aujourd'hui sont au state, je pense à Riot Blockchain, je pense à Marathon, mais pas que, c'est quand même des milliards qui sont générés aujourd'hui. Donc en fait, il y a quand même un enjeu stratégique à accepter le minage du Bitcoin qui, je le dis en soi-disant passant, permet quand même d'aller produire de l'énergie là où autrement on chercherait pas à le produire parce qu'on n'a pas en fait d'usage à le faire. Je pense au nord de la Norvège, je pense évidemment à l'Islande, mais je pense aussi aux États-Unis où il y a des centrales de production d'énergie hydroélectrique qui sont financées par des mineurs de Bitcoin pour miner du Bitcoin parce que c'est moins cher de passer sur l'énergie renouvelable. Donc en fait, le mineur de Bitcoin, c'est pas Attila le 1 quand il passe, l'herbe elle repousse pas. En tout cas, moi je suis pas ce genre de mineur. Le mineur de Bitcoin, c'est quand il passe, il produit de l'énergie. Voilà, c'est ça l'enjeu. Puis d'ailleurs, c'est là toute la contrariété de la régulation aux États-Unis, puisque tu as des États qui, bien au contraire, invitent les mineurs de Bitcoin bras ouverts en ce qui concerne les énergies perdues, enfin le recyclage des énergies perdues, etc. Donc oui, en effet, j'entends ce que tu veux dire dans toutes les nuances que tu mets au discours de Biden qui est traité dans les médias, en effet, où on a tendance un petit peu à le diaboliser. Après, bon, j'aurais tendance à dire des fois à juste titre aussi, mais j'entends ce que tu dis. Je fais plusieurs associations d'idées et je souhaiterais en venir un petit peu à une question. Là, on vient parler vraiment du cœur nucléaire de Start Mining, de son fonctionnement et puis de la philosophie. Cœur nucléaire. Wow. Et du coup, comment on en vient à la création de Start Mining? Quel est ton parcours et puis quel est le cheminement qui fait que, pouf, un jour, Start Mining fut Fiat Mining, pardon. Fiat Mining, c'est pas mal. Fiat Mining. Je m'attendais pas à celle-là. Alors, petit bond temporel en arrière, si je comprends bien. Écoute, vraiment, ça part de valeurs et de vision, en fait. C'est l'ADN. Je pense que c'est vraiment ça qui fait tout, et je le vois chez mes confrères aussi. C'est l'ADN qui fait l'entreprise, en vérité. Hein. C'est pas la statut juridique qui fait une entreprise, c'est l'ADN qui fait l'entreprise. Moi, à la base, je suis un agent EDF. Je suis un ancien de chez EDF, donc rien à voir avec le minage au départ. Par contre, ça m'a énormément aidé à comprendre le secteur de l'énergie et ça m'a définitivement apporté sur la sensibilité des ENR. Donc tout ce qui est énergie renouvelable. Voilà, j'ai eu cette sensibilisation de manière très précoce. Et lorsque je suis parti d'EDF et que je me suis mis en fait à mon compte, j'ai découvert le minage. À un moment donné, j'ai découvert le minage. Et je trouvais ça complètement incroyable en fait. C'était dingue. On branche dans une machine et on est capable d'avoir une monnaie qui est hébergée chez soi, qui ne dépend pas d'un tiers de confiance. C'est assez incroyable. Ça brusque en fait dans les paradigmes. Ça brusque quand on le découvre. Et en fait, la réalité, c'est que en me formant et en aidant des copains de chez CryptoFR et de chez Ethereum France, à tous ceux qui nous écoutent, si vous êtes de la communauté Ethereum France, bonjour à vous. En fait, en s'entraidant, un jour il y a quelqu'un qui me dit, mais est-ce que tu veux pas fabriquer Méric parce que j'ai pas le temps? Je dis ok, moi j'ai le temps, j'aime ça. Et un jour j'en fais 2, j'en fais 3, j'en fais 4. Et un jour il m'appelle, il me dit mais est-ce que tu voudrais pas s'il te plaît faire une nursery? Donc en fait tu veux faire une nursery de mes machines, pas pour les bébés mais pour des machines. Donc tu t'en occupes, tu les gardes en gardiennage et moi je te paye un fils tous les mois. Et là l'idée elle est née. Et c'est que c'est pas de moi, je veux dire, c'est parti d'un besoin. C'est-à-dire, je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. C'est vrai, en fait. Parce qu'il y a personne véritablement qui a envie de s'en occuper ou qui a le temps de s'en occuper. Il y a plein de gens qui ont envie de miner, mais de plus en plus souvent, je vais être confronté à ça. Des gens qui n'ont pas les bonnes conditions de fonctionnement au niveau du froid ou au niveau de la gestion des machines, et même qui n'ont pas envie de le faire, à vrai dire. Et de là, 8 mètres carrés à la Seine-sur-Mer, tout petit local, une petite dizaine de machines, puis 90 mètres carrés à Toulon, une petite centaine de machines. Et ensuite, ça a été Sophia Antipolis, des centaines de machines, donc 400 mètres carrés. Et puis là, j'ai fait un gros raccourci de l'histoire parce qu'elle est immensément longue. Hein. Là, j'ai fait 3 ans en 1 minute. Et après, ça a été l'Islande, évidemment. Mais voilà, c'est parti d'un besoin. Et en fait, c'est parti du fait que j'avais envie d'aider. En fait, j'avais envie d'apporter vraiment à la communauté. Et puis, ça s'est fait comme ça.
Et puis il y a après du coup la construction d'une équipe. Alors j'ai en tête Thibaut Spanier, pardon, je crois que c'est ça, qui est ton directeur technique. Puis du coup la création de Start Mining. Alors maintenant, comme tu le faisais remarquer, bon, dans le passé, on a fait le présent. Sans cliché, on va faire le futur. Est-ce que vous avez à venir quelques actualités, quelques nouveautés? Il me semble que oui, du coup, on l'évoquait en début d'interview. On veut du croustillant. Alors, dans un mois, mais oui. Alors, on devrait sortir le nouveau dashboard. Bon, c'est bien que la vidéo tombe dans un mois, parce que du coup, normalement, ça devrait déjà sortir. Le nouveau dashboard, en fait, qui remplace le dashboard actuel, qui était une version alpha, hein, c'était un MVP quand on l'a sorti. Ça nous a permis aussi de tester l'appétence des gens, et ça nous a permis aussi d'avoir plein de feedback de plein de testeurs, puisqu'en fait, c'est des alpha-testeurs. Tous les gens qui ont acheté le Start aujourd'hui, c'est des alpha-testeurs. Qui nous ont fait confiance, soit disant passant. On a 100% du supply qui est parti en moins de 10 jours. Hein. C'était assez incroyable. Et d'ailleurs, les 3 premiers jours, on n'avait pas encore sorti le white paper. Enfin, c'était complètement crazy cette histoire. Mais voilà, le dashboard devrait sortir. C'est le nouveau, c'est la bêta test. C'est-à-dire que on est dans un énorme bond en avant par rapport à l'alpha, où vraiment là, on est sur les grandes. On est passé de l'itération à vraiment les véritables assets qu'on va proposer à la communauté, c'est-à-dire qu'on va montrer, on enlève le voile en fait dans quelques semaines. On va montrer à l'ensemble de la communauté à quoi ressemble véritablement le Start, à quoi ressemble vraiment le dashboard, à quoi vont ressembler véritablement les pools de staking et tout le wording qu'il y a derrière. Et on est loin encore, puisque dans la roadmap qu'on n'a pas officiellement publiée, on attend et on adore le storytelling, on adore surtout mettre un petit peu en suspense. On va publier également la roadmap, et dans la roadmap, il y a l'immersivité dont on avait parlé au Virtuality lors de l'annonce de la bêta. Et en fait, l'immersif, c'est quoi? C'est l'expérience utilisateur qu'on veut vraiment partager, qui est une expérience immersive avec un dashboard qui sort complètement de la normale. C'est-à-dire qu'on va avoir un dashboard pour des experts du minage qui veulent des chiffres et des lettres, comme l'émission, qui veulent du PDF, qui veulent du Word, qui veulent tout ça. Du rapport. Exactement. Et de l'autre côté, quelque chose de beaucoup plus Web3, de beaucoup plus immersif, où on va amener les gens dans la narration, dans l'histoire qu'on veut raconter, parce que ça va nous permettre aussi à nous, chez Start Mining, d'expliquer les choix, d'expliquer les fermes de minage, d'expliquer aussi leur histoire, d'expliquer aussi leur log, c'est-à-dire leur état de situation. Donc tout ça va sortir au cours des semaines qui vont suivre, et l'immersif, par contre, va mettre beaucoup plus de temps à arriver, puisqu'il y a un film qui est en cours de fabrication d'une dizaine de minutes, qui va être le light paper. Le light paper, ça va être en fait un format vidéo narratif pour changer de l'habituel PDF. Donc voilà, tout ça, c'est en cours. Et en fait, dans le fond de tout ça, il y a toute la gamme professionnelle qu'on se doit de respecter, c'est-à-dire les scale-up d'entreprise de Start Mining au niveau de croissance, les scale-up au niveau Sing, c'est-à-dire continuer de scaler dans les différents lieux avec des machines de minage pour être capable, dans quelques mois, de proposer de nouvelles fermes de minage qui doivent arriver. Et est-ce que du coup, alors là, c'est un peu une question non renseignée, donc je veux pas dire de bêtises non plus, mais est-ce que du coup, qui dit un pan plus Web3, moins expert, plus du coup communauté, est-ce que il est envisagé une DAO par exemple? Pas pour l'instant, non. Pas pour l'instant. Et au vu de ce que je sais des arrivées du régulateur, de Mika, de je sais pas quoi, et de la personne morale de la DAO, d'après ce que j'en entends aux États-Unis, non. Alors déjà, c'était pas d'actualité avant. Ça sera toujours pas d'actualité, mais ça n'exclut pas, attention, qu'on fasse toujours appel à la communauté. C'est-à-dire que même si c'est pas une DAO, en fait, c'est vraiment, pour nous, c'est vraiment la communauté qui va faire un choix et qui va nous donner son feedback. Et nous, on va vraiment être très attentifs, très à l'écoute de la communauté, parce que clairement, il faut lui donner ce qu'elle demande. Nous, on veut partir de la communauté pour concevoir le produit. Et d'ailleurs, l'ensemble de l'état de l'art du white paper, c'est qu'on est parti de toutes les problématiques du minage, de toutes les problématiques depuis 5 ans de nos clients qui nous disent ça va pas, ça faut l'améliorer, etc. Et le Start, c'est ça, hein, c'est le concentré de toutes les solutions qu'on apporte aux clients. Et donc, on va continuer dans cette démarche-là dans les temps futurs.
C'est vrai que c'est très pratique en fait de dépenser cette somme, de rentrer avec ce jeton-là et en fait d'être exposé au minage de Bitcoin tout simplement avec une assistance et des revenus qu'on peut checker sur un tableau de bord. C'est vrai que c'est très pratique. Ah, c'est le rêve. Est-ce qu'il y a des concurrents? Comment vous regardez? Vous êtes beaucoup sur ce secteur-là. Vous êtes placé comment par rapport à vos concurrents? Alors, je peux pas dire qu'on n'a pas de concurrents. Oui, je dirais qu'on a des concurrents, mais c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait le même type de produit, si je puis dire. Il y a des concurrents qui vont titriser la société, mettre des gens dedans, et en fait, c'est la société qui mine, et qui ensuite va faire la redistribution, après abattement de l'impôt, après paiement de l'impôt, etc. Il y a d'autres compagnies également qui vont tokeniser la machine de minage. Pas le hash rate. Nous, on a de minage, carrément. Ouais, qui mine, ouais, tout à fait. C'est-à-dire qu'ils tokenisent pas le hash rate, ils vont vraiment tokeniser le matériel. Nous, on n'a pas du tout fait ces choix. On veut vraiment créer une liberté sans précédent. C'est-à-dire que la personne qui achète un start, elle achète un multipass. C'est exactement comme si vous arrivez à une soirée et que vous avez l'accessibilité à l'ensemble des stands de la soirée avec ce bracelet. C'est un peu ça. C'est un droit à la récompense, peu importe où vous allez le staker. Et c'est ça qui est super intéressant. Je peux miner du Bitcoin le lundi et changer d'avis, aller miner du Kaspa le jeudi. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, je peux pas vraiment parler de concurrence. Il y a des concurrences dans le secteur du minage, évidemment, hein, en France, mais pas que. Mais dans cette façon de faire, en tout cas, dans cette approche-là, je vois pas de concurrence à ce jour. D'accord, ouais, c'est vraiment fantastique. Enfin, j'adore votre offre, en tout cas, ce que vous proposez, c'est vraiment cool. Non, j'avais les obstacles. Est-ce qu'il y a des obstacles un petit peu à votre développement? Mais c'était plus ou moins une question ouverte sur la régulation. On en a parlé. Après, peut-être qu'il y a des obstacles techniques que j'ignore. Ok, oui. Mais je te laisse les développer. En plus, ça va intéresser. Moi, je suis pas forcément très calée en tech, mais je sais qu'Antoine, il maîtrise bien. Donc, du coup, quels sont les obstacles techniques à votre développement? Alors, c'est extrêmement dur de miner, en vérité. Alors, on peut croire que c'est simple. J'achète un ASIC chez Bitmain, je l'amène dans mon garage, je la branche et c'est fini. Non, ça n'existe pas. Ça peut exister 6 mois, mais ça n'existe pas. Le vrai minage industriel, en tout cas tel que je l'entends, c'est très complexe. C'est complexe parce que le premier niveau de complexité, c'est le pays, c'est la géopolitique. Déjà, à partir de là, il y a tout un éventail de complexité. La complexité fiscale, j'arrive dans le pays, il faut que je puisse récupérer ma TVA. Oui, mais est-ce que j'ai un établissement stable? Est-ce que je peux le faire? Il faut que les cabinets se mettent d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une double TVA si c'est passé par la France pour ensuite repartir en Islande? Déjà, ce sujet fiscal, déjà c'est complexe. Déjà c'est complexe parce que quand on scale dans son pays, il faut créer une structure sur place. Il faut faire de l'import, il faut faire de l'export, puisque c'est du bien confié. Je rappelle, hein, c'est pas les machines de Start Mining, c'est les machines de nos clients. Donc nos clients, quand ils envoient cette richesse matérielle dans le pays, faut qu'ils puissent récupérer la TVA. Donc on se bat pour eux. Donc déjà il y a ça. Et puis il y a tout le sujet réglementaire et juridique. MiCA notamment. On a beaucoup entendu parler du proof of work et des risques dans l'Union européenne. Alors ça tombe bien, l'Islande c'est en dehors de l'UE, mais il y a des sujets. Donc, c'est des complexités. Et après, il y a évidemment la complexité technique. Le refroidissement, l'uptime, donc la qualité du réseau électrique, la qualité de l'Internet, la qualité du technicien à savoir maintenir en fonction ou réparer. Il y a un ensemble de contraintes. Il faut 17 corps de métier pour faire du minage industriel. Voilà, entre le climaticien, l'énergéticien, l'agent de sécurité, le technicien de maintenance informatique, voilà, faut 17 corps de métier, je pourrais tous les énumérer, je l'avais fait à une époque. Donc, il y a plusieurs niveaux de complexité. Lorsqu'on veut faire du minage qualitatif, je vais presque dire haut de gamme, qui soit durable dans le temps. Alors, donc, c'est des défis. Et ce qui est complexe, c'est qu'on ne peut pas avoir une recette qui va parfaitement être duplicable dans un autre pays. À chaque fois qu'on change de pays, on change la recette. À chaque fois, on doit se réadapter au PPA, c'est-à-dire le Power Purchase Agreement, le contrat d'énergie qui nous oblige parfois à acheter l'énergie à l'avance, parfois qui nous oblige à maintenir le parc informatique en fonctionnement pendant 4 ans, ou parfois qui nous dit pas d'obligation de consommation, mais par contre, on peut vous baisser le prix, oui, vous pouvez mettre en pause vos machines, mais par contre, demain il y a une guerre, on vous augmente le prix. Donc,
des différents pays, différentes réalités, et à chaque fois, il faut se réadapter. Et à chaque fois, c'est un reboot, on part à zéro. Et c'est pourquoi il est très complexe de scaler d'un pays à l'autre. Ça demande du temps, ça demande des contrats. Moi, je mets les équipes de PwC au milieu et Osborne Clark, parce que je mets 2 cabinets au milieu, parce que c'est très complexe, c'est très lourd. Et donc, voilà, ça demande du temps de structurer les produits pour nos clients et de faire que ce soit clé en main. Et je vais finir là-dessus. Plus un produit est clé en main et simple, plus il a été complexe à mettre en œuvre. Et la valeur ajoutée de StartMining, la grande valeur, c'est de faire cette complexité, c'est d'y travailler pour que ce soit le plus clé en main possible pour l'utilisateur final. Et j'en reviendrai sur... on voit que parfois, ce n'est même pas rentable. Je ne sais plus si c'était en 2020, mais il était plus rentable de miner du Bitcoin par rapport au prix des machines. Du coup, ça a été juste quelques mois. Hein. Vous l'envisagez quand même, pour une entreprise comme ça, que la rentabilité passe en dessous de zéro un instant, et puis après reparte et fasse sa vie en haut. Mais du coup, vous anticipez aussi ce genre d'événement? Oui, tous les jours. Tous les jours, on a les yeux sur les chiffres. Tous les jours, on regarde. Alors après, ça dépend du profil de client. Et c'est aussi la raison d'être du start, en vérité. C'est-à-dire que le format client très standard, je crois que le minage, c'est comme un loyer, comme un appartement. Donc, j'investis CAPEX, je rentre OPEX. Et l'OPEX loyer me permet de payer CAPEX mensuel. C'est-à-dire que je rembourse mon appartement avec mes loyers. Alors, c'est vrai dans le monde de l'immobilier, c'est parfaitement faux dans le monde du minage. Tous ceux qui font ça font une erreur. Enfin, mon avis, hein. Enfin, c'est ce qu'on pense avec le recul. Pourquoi ? Parce que vous êtes en train de faire un burn. On fait du burn de Bitcoin pour payer l'électricité. Donc, en fait, le vrai sujet, c'est combien de Bitcoin je vais avoir lorsqu'il va y avoir un bull market. Et c'est précisément lors du bear market, précisément lorsque c'est peu rentable, que le niveau de difficulté généralement soit stagne, soit descend, soit en tout cas il monte pas trop beaucoup. Et en Islande, avec le prix où on est de toute façon d'énergie, on est sur des coûts de fabrication du Bitcoin à peu près tous les 15 à 20K dollars d'électricité pour fabriquer un BTC. Donc on est plutôt pas mal. Hein. Mais même si on va frôler, je dirais, le threshold, le break-even, ça fait toujours sens de miner et de payer son électricité en dollars, mais en tout cas de miner et de continuer de générer du BTC. Enfin, en bear market accumulé pour après en bull market faire un levier de revente. Okay, ouais. Absolument. Il y a plein de gens qui disent que la meilleure stratégie, qui ne sont pas des mineurs, hein, qui sont des traders, et que la bonne stratégie, c'est du buy and hold. J'achète et je conserve sur du très long terme. Notre stratégie Start Mining, c'est du mine and hold. Ça veut dire je mine, mais je burn pas, je consomme. Parce que quand on est en bear market et qu'on est proche du break-even et qu'il faut 90% de sa production pour payer son coût de production, les 10% restants ne servent à rien. Et en fait, quand on regarde bien, on aura moins de Bitcoin à l'arrivée dans 3 ans ou 4 ans que ce qu'on en a dépensé pour acheter sa machine qui mine du BTC. Et ça, il faut vraiment en tenir compte. Il ne faut surtout pas burn comme ça, de manière lambda, random, sans stratégie. Et c'est pour ça que le start est intéressant. C'est parce que les pools de staking qu'on a en face, donc la ferme de minage là, de 4 ans d'électricité d'avance, permet aux gens de mettre en staking et de récolter du BTC sans jamais avoir besoin de payer un coût de production. Et ça veut dire que là, on est purement et simplement dans une stratégie mine hold, qui est la plus intéressante lorsqu'il y a le bull market. C'est parfaitement clair, et puis c'est toujours bien d'avoir une stratégie en bear market et une stratégie en bull. C'est toujours facile d'acheter, mais toujours difficile de vendre. Et c'est très bien d'avoir défini à l'avance les réactions qu'il faut avoir. Je vais faire un partage d'écran peut-être rapide qui va, je pense, illustrer de ce que je suis en train de dire. Voilà une vision un petit peu qu'on a sur l'ensemble des matrices en fait. J'ai pris une machine à peu près de l'ordre de 1600-1800 $ sur un prix d'énergie à peu près à 5 cents $ par kilowattheure. Et là, en fait, on a toutes les réalités. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'en fait, lorsque je mine en bear market, avec la difficulté actuelle, et là, on est à peu près à 25K, on n'est pas à 30K. Hop, voilà. Donc, on est à peu près à 30% par an d'APR. Si on a un BTC qui remonte à 30K, on va passer à 56% par an. Donc en fait, on comprend bien qu'il y a 2 aléas en fait à cette histoire.
Le premier aléa, c'est évidemment le cours, et le deuxième aléa, c'est la difficulté, ce que personne ne peut maîtriser. Mais ce qu'on comprend aussi, c'est que quand j'achète une machine en bear market, qui ne coûte que $1 800 et pas 10 000, et que le marché remonte à l'ATH, c'est-à-dire 70K dollars le BTC, je passe en vérité non pas à 56% par an, mais à 271% pour chaque année de minage où j'ai mine and hold, où j'ai pas burn. donc en fait, c'est comme ça qu'il faut regarder le minage en vérité. C'est vraiment ça la vision du minage. Et il faut surtout pas regarder à la what to mine ou autre, où je fais mes petites opérations de jour et je regarde si c'est rentable ou pas. C'est pas du tout ça. Il faut vraiment avoir une vision avec toutes les réalités possibles qui peuvent se produire. Et sachant, juste aussi en aparté, qu'on est ici à l'ATH de la difficulté, mais on n'est pas du tout à l'ATH du cours. On n'est pas encore à 70K. Oui, c'était quelques mois après. D'accord. Donc en fait, en bull market, vous avez une offre. En fait, vos offres, faut les déployer en bull market. Enfin, les gens sont plus demandeurs à miner en fait en bull market qu'en bear market. Et alors que sur les pourcentages, en bear market, c'est pas beaucoup, mais en fait après, si on garde tout et qu'on attend le bull, oui, c'est le retour. Oui, absolument, parce que si j'achète ma machine 12K en bull market, je vais pas du tout avoir ces chiffres. Là, je vais être à 70-80% par an, je connais de tête. Là, j'ai mis des chiffres de miner à $1 800. Donc, il y a que là, en achetant au bear market, il y a que là, c'est-à-dire en étant prêt, qu'au bull market, je peux faire ces chiffres. Sinon, ça marche pas. D'accord. Et pourquoi tu dirais à un jeune de 20 ans comme ça de s'intéresser au minage, ou enfin dès qu'on passe à la majorité, pourquoi pour les jeunes qui nous écoutent, pourquoi s'intéresser à Bitcoin et au minage, en tout cas, s'ils ont déjà entendu parler, regardé quelques vidéos, pourquoi tu leur conseillerais de creuser le sujet? C'est toujours quelque chose qui m'aurait passionné, moi, à 18 ans ou 20 ans, de tomber sur une vidéo et de tomber sur une phrase qui me dit « Oui, tiens, je vais continuer à creuser sur ce sujet-là ». Alors, je conseillerais jamais à un jeune de 20 ans de miner ou d'acheter du Bitcoin ou autre. Non, de s'y intéresser en tout cas. Mais voilà, ouais, clairement, définitivement, il y a un intérêt. Mais par contre, là où j'inviterais les jeunes et les moins jeunes qui nous écoutent à s'intéresser sur le sujet du minage, c'est sur l'usage en vérité, sur le véritable et profond usage qu'a le minage de Bitcoin. On entend parfois dire Bitcoin consomme de l'énergie. Moi, j'adore dire que Bitcoin produit de l'énergie. On entend parfois dire que Bitcoin n'a pas forcément d'usage à part d'être une valeur refuge, comme l'or du numérique. Donc, je suis d'accord avec ça. Mais moi, j'aime beaucoup dire que Bitcoin permet véritablement de produire l'énergie. C'est tellement rentable que des gens sans fondamentalement être de belles personnes vont chercher à financer des centrales de production d'énergie. Donc, en fait, qu'est-ce qui est intéressant dans Bitcoin ? Je mets de côté la partie vénale ou capitalistique, mais seulement sur la partie intérêt économique, éthique, green, étatique, tout l'enjeu que ça rapporte, le fait de réavoir une monnaie dont le sous-jacent est l'énergie, un peu comme l'or, qui est complètement à l'envers du décor actuel avec le dollar et l'euro. C'est extrêmement intéressant. La blockchain existait avant Bitcoin, mais Bitcoin a donné à la blockchain un usage qu'on n'ait pas vu venir et qui est le résultat d'une crise, celle des subprimes, une crise de confiance. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Et pour moi, on vient miner avant tout parce qu'on a envie d'obtenir ce bien, cette monnaie numérique. On a envie de sécuriser le réseau. Il y a une philosophie derrière. Oui, de participer à cette philosophie. Je dis toujours. Exactement. C'est pas une secte, mais c'est quand même toute une philosophie qui est contre ce système financier en place, en tout cas d'intermédiaires. Voilà, c'est vraiment rompre les intermédiaires et le peer-to-peer, la base d'Internet normalement, c'est revenir à ces solutions-là qui disparaissent et Bitcoin est revenu et a remis ça sur la place. Mais d'accord, merci beaucoup en tout cas, c'était passionnant. Merci. Eh ben, avec plaisir.